La présentation qu'on a préparée, c'est principalement pour vous montrer une panoplie de concours qui existent, de programmes, un peu de tout. On ne vous donne pas nécessairement les trucs là, pour ces programmes-là. On fait des formations tout au long de l'année. On vous rend compte pour vos besoins en particulier. On va y aller selon vos besoins pour vous appuyer puis vous donner ce qui va permettre d'avoir du succès. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là, suite aux présentations. On a chacun des secteurs séparés dans notre équipe de subvention. Les subventions à l'Université de Montréal, c'est structurant parce que, bon, au départ, ça représente à peu près 350 millions de dollars, là. Donc, des revenus pour l'université, mais aussi, quand on va chercher de l'argent au fédéral, on va chercher de l'argent aussi pour obtenir des infrastructures de recherche. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une enveloppe, là. On fonctionne nous, beaucoup par enveloppe au fédéral, là. Quand on va chercher de l'argent au CRSH, au CRSNG et aux IRSC, on obtient des enveloppes pour faire des infrastructures de recherche, ce que Edna va vous présenter. On obtient aussi de l'argent pour créer des chaires de recherche du Canada. Plus on a du succès au fédéral, plus on en a des chaires de recherche du Canada. À la faculté d'aménagement, vous en avez 2, je crois, présentement. Nous, ce qu'on veut, c'est en avoir le plus possible pour en distribuer, donner de l'argent des chercheurs qui ont du succès là, dans leur recherche, puis aussi peut-être attirer des talents là, qu'on veut aller chercher à l'extérieur. Ça fait que c'est des outils pour nous de leur offrir aussi des champs de recherche, des infrastructures de recherche, puis avoir un bassin de professeurs qui est intéressant pour vous, là, qui a une vie de recherche au sein de l'université. Donc, je vais vous présenter rapidement le... Oups. Juste... Je partage déjà. Bon. Le bureau de la recherche, on est divisé en différentes équipes. L'équipe subvention, c'est dirigé par moi. On a une équipe qui est en place. On aide pour tous les besoins en subvention. Là, je vais passer quand même assez rapidement sur les premières diapositives pour donner le contenu le plus pertinent pour vous, là. Notre rôle à l'université, c'est faire l'appui pour les dépôts et les suivis des subventions. Donc, oui, on vous aide pour les dépôts. Une fois que les résultats sont rentrés, on vous aide aussi pour tout le côté administratif, d'ouverture de compte, le suivi financier avec les finances. Pour les infrastructures, on parle avec la direction des immeubles. On fait les liens aussi avec tous les services qui existent à l'université. On a des contacts dans pratiquement toutes les directions là, de l'université. On va faire le suivi aussi des contraintes, là, si jamais il y a les subventions, il y a des ententes à suivre, des choses à faire signer, ben c'est nous qui s'en occupent là, pour vous. On a un rôle de conseil aussi sur tout ce qui est signature d'entente au niveau de l'université. Quand on regarde une subvention, là, il y a un cycle de vie de la subvention. Au départ, on planifie notre financement. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on on vous appuie. Donc, on peut vous rencontrer pour voir un peu la planification dans votre parcours de vos dépôts de subventions. Là, on a plein d'outils, nous, sur des subventions qu'on connaît, sur lesquelles on peut vous appuyer. Il y a plein d'opportunités qui se présentent au courant d'une année. On va vous tenir informé des opportunités qui se présentent. On reçoit beaucoup d'informations de la part des organismes subventionnaires, ce qu'on les partage. La façon dont on fonctionne souvent, c'est qu'on envoie l'information à Isabelle au vice-décanat recherche et elle va vous distribuer à différentes façons l'information au niveau de la faculté. On vous aide dans la préparation et dans le dépôt des demandes. De ce côté-là, on fait des formations, on fait des ateliers, on fait des webinaires, on vous informe sur les webinaires qui sont disponibles sur les organismes subventionnaires. Puis aussi, une fois que ça c'est fait, ben on va vous appuyer, on peut faire de la relecture avant le dépôt, vous donner les commentaires. Nous, on n'est pas des spécialistes de votre domaine. On ne sera jamais. On va peut-être finir par engager quelqu'un en architecture, là, mais qui a une spécialisation, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir une vision un petit peu externe d'un projet que vous déposez, dont nous, on connaît ce qui est demandé par l'organisme subventionnaire pour avoir du succès. Donc, dans les critères d'évaluation. Donc, nous, ce qu'on va faire comme type de relecture, c'est de vous appuyer pour que ça soit bien déposé, que vous gagnez le plus de points possible à l'évaluation de votre demande. Parce qu'au final, une demande de subvention, c'est de gagner le plus de points possible, avoir le pourcentage le plus élevé pour obtenir les fonds. C'est ça qu'on veut aller chercher. Nous, on ne regarde pas vraiment le contenu scientifique, ça vous revient.
c'est vous les experts du domaine. Nous, ce qu'on va regarder, c'est si c'est bien compris. Souvent, les groupes d'évaluation, c'est des non-experts aussi. Donc, nous, on peut se reconnaître un peu de ce niveau-là. Puis voir si la balance est bonne entre les différents contenus qu'on doit présenter dans une demande de subvention pour aller gagner le plus de points possible. Là, je pense à relève professorale auquel vous avez appliqué pour quelques-uns d'entre vous. Mais il y a des points, il y a des critères. Bien, nous, on connaît très bien les critères puis comment aller chercher les plus de points possibles en fonction de ces critères-là. Une fois que vous obtenez les fonds, bon, ben, il y a tout un travail pour vous rendre les fonds disponibles pour pouvoir démarrer votre recherche. Ben, c'est nous qui s'en occupons aussi. On va faire l'ouverture de compte, on va faire le suivi avec les finances pour vous donner accès à vos fonds. Quand il y a des rapports à remettre au courant de l'année, puis dans l'avancement, si vous avez des besoins pour faire des prolongations de vos demandes, pour faire du suivi de changements qui seraient faits sur certaines demandes, ben, c'est nous autres qui s'en occupons pour vous auprès de l'organisme subventionnaire. Et ensuite, une fois que vos travaux sont finis, puis vous voulez mobiliser les connaissances, partager un peu l'information, ben on a une spécialiste aussi dans le domaine. On s'y connaît tous un peu aussi au bureau de la recherche, puis on est capable de vous outiller de ce côté-là pour avoir un bon plan de mobilisation des connaissances. Les organismes mettent beaucoup d'emphase là-dessus sur le fait que, bon, on fait de la recherche, c'est financé au niveau public, ben ces financements-là de la recherche devraient avoir des retombées dans le milieu, là, puis nous, on vous appuie de ce côté-là pour que vous ayez un bon plan de mobilisation des connaissances. Fait on va y aller par secteur où on va vous présenter les différentes subventions, un peu chacun notre tour. Il y a des subventions qui sont très sectorielles. Il y a des subventions qui sont appliquées pour différents types de besoins. Là, ben, on se partage un peu l'information. Je vais donner la parole à Caroline pour son secteur. Si tu veux. Une visite pour l'écran. Oui. Donc, moi, je vais vous présenter les principales occasions de subvention, mais je vois qu'autour de la table, plusieurs d'entre vous en avons fait. Là, donc, je vais essayer de ne pas être trop rébarbative parce que c'est quand même assez... donc, je voulais juste, en fait, faire le tour des principaux fonds. C'est sûr qu'il y en a plus que ça. Vous les recevrez, par exemple, en vous en donnant aux Teams, donc pour divers secteurs. Donc, pour commencer, je vais présenter le Fonds de recherche du Québec Société et Culture, le FRQSC. Ensuite, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et les principaux concours de l'Université de Montréal, les concours internes. Donc, en fait, juste oui. Alors, le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, bon, c'est les domaines de recherche dans votre domaine, donc c'est surtout le milieu de vie, aménagement et appropriation de l'espace humain. Donc, vous avez des domaines que vous connaissez, là, vous êtes tous des professeurs, mais quand même, je vais les nommer rapidement pour vous mettre le prix. Donc, l'identité régionale et toutes les problématiques de mobilité, personnes, villes et territoires, les populations frontalières, l'aménagement et infrastructure, la dynamique des environnements naturels, l'écologie humaine, les flux migratoires, gestion des agglomérations, gestion des ressources, interface nature et population, organisation du territoire, politique d'aménagement, développement culturel et touristique. Ça, c'est une partie, mais il y en a d'autres aussi, là, auxquelles vous pouvez vous rattacher à ce fonds. Mais pour ce qui est de l'aménagement, à mon avis, ça, c'est vraiment le secteur concerne. Donc, le premier, donc, celui dont on parle depuis tout à l'heure, le soutien à la recherche pour la relève professorale. Donc, c'est un programme de recherche qui a lieu donc à chaque mois d'août. Donc, il y a un dépôt d'avis d'intention à chaque premier août de chaque année. Donc, la demande complète est pour septembre. C'est un montant de 15 000 $ pour 3 ans. Donc, c'est réaliser un projet individuel de recherche pour les personnes qui démarrent leur carrière de recherche. Les postes admissibles, une personne qui a déjà soumis à 3 reprises une demande au présent programme présente la même année un concours qui se présente un concours de démarrage de carrière. C'est vraiment pour les jeunes professeurs ou qui est déjà financé dans un autre programme des 3 fonds du Fonds de recherche du Québec. Ensuite, il y a le concours appui à la recherche-création. Donc, c'est 50 000 $ par année jusqu'à concurrence de 150 000 pour 36 mois. Donc, c'est pour un maximum de 3 ans. Vous pouvez faire une demande individuelle ou en équipe. Le FRQSC définit la recherche-création comme
ce qui concerne toutes les démarches et approches de recherche favorisant la création qui visent à produire de nouveaux savoirs esthétiques, théoriques, méthodologiques, épistémologiques ou techniques impliquant des activités créatives ou artistiques, conception, expérimentation, technologie, prototype, etc. La problématisation de ces mêmes activités saisies, critiques et théoriques du processus de recherche-création, de création artistique, conceptualisation, etc. Donc, je pense qu'en aménagement, ça peut être un programme très intéressant. Ensuite, nous avons le concours Audace intersectorielle. Donc, c'est un programme de recherche qui demande des projets très audacieux. Le nom le dit, on peut s'en souvenir comme ça. Donc, parce qu'il met ensemble de différents secteurs, disciplines, dans différents groupes. C'est des projets vraiment qui doivent être atypiques et innovants, qui prennent le risque de se placer en rupture avec les cadres théoriques qui existent déjà en recherche. Et des projets exploratoires qui ont le potentiel de transformer radicalement la recherche et la création. J'ai mis ici l'Audace Plus. Ça, c'est en fait en continuation. C'est nouveau de cette année, Mona. Là, donc, c'est vraiment... donc, ça, c'est un maximum de 100 000 quand même comme projet, mais c'est quand même des montants intéressants. Et donc, cette année, ils ont mis en place, pour ceux qui ont obtenu l'Audace intersectorielle, leur permettre de continuer leur projet afin de vraiment les mettre en pratique, étant donné que ce sont vraiment des nouveaux projets avec des méthodologies innovantes, avec des secteurs qui, normalement, ne se parlent pas. Donc, ça, je trouve c'est vraiment un beau programme. Cette année, c'est aux 2 ans. Cette année, c'était l'Audace Plus. Je n'en rentrerai pas dans les détails ici parce que c'est quand même assez... mais si vous voulez aller voir, il y a un webinaire dans nos outils qui a été présenté pour ce nouveau programme Audace Plus. Donc, il est très bien fait, ça explique bien que c'est la suite, mais ça donne tous les éléments pour éventuellement préparer une demande Audace intersectorielle. Oui? Est-ce que les gens qui vont participer au Audace Plus doivent déjà contribuer à Audace intersectorielle? Oui, il faut avoir obtenu déjà l'Audace. En fait, ils ont créé l'Audace Plus parce qu'ils se sont rendus compte que les projets, c'était sur 2 ans, c'était pas assez longtemps, assez long pour mettre en place les méthodologies qui sont quand même assez innovantes. Donc, je peux vous donner un exemple vite fait, là, je vais aller vite, Donald. Donc, par exemple, il y avait un projet qui était accepté, c'est dans un autre domaine, mais c'était médecine vétérinaire avec une personne en psychoéducation qui ont fait une recherche sur le stress des enfants autistes lorsqu'ils montaient à cheval en thérapie. Donc, ils analysaient le cheval et son stress et l'enfant sur le cheval qui pratiquait donc le cheval. Donc, c'était vraiment un projet innovant qui ont réussi à avoir donc cette subvention. Et j'imagine, là, on attend la réponse pour Audace Plus pour continuer ce projet très innovant. Oui. Oui, je pense que ça se peut dynamique, ça. Le montant sectoriel, c'est justement pour savoir est-ce qu'on va dire architecture de design, architecture de paysage, c'est intersectoriel ou on vise plus quelque chose comme justement médecine et architecture On va en présenter plusieurs des programmes intersectoriels. Il faut différencier l'interdisciplinaire et l'intersectoriel. L'intersectoriel, c'est vraiment de prendre les sciences sociales et nature et technologie, les coupler ensemble. Santé, nature et technologie, les coupler ensemble dans des projets qui, dans le fond, ne seraient pas finançables auprès des IRSC, du CRSH ou j'en oublie un, voyons, CRSNG. Ça fait qu'il faut vraiment avoir de l'intersectoriel. Puis, il y a plusieurs programmes, là. Audace donne 100 000 le FNFR que je vais présenter plus tard, c'est 250 000 pour à peu près la même période. Il y a différents fonds, ça peut être présenté aux deux, puis là, il y a quand même des bonnes chances de succès là, pour ces programmes-là. Audace Plus, c'est nouveau. Ils ont un petit budget présentement pour ce programme-là. Ils en donnent très peu, mais c'est principalement pour ceux qui ont déjà obtenu le programme Audace, là. Le premier projet était principalement pour les premiers projets qui avaient obtenu Audace, là, les premières années de lancement du concours. Donc, maintenant, je vais passer au Conseil de recherche en sciences humaines, donc, qui est le gros subventionnaire au Canada. C'est 1 milliard par année pour le Canada. Donc, la recherche au CRSH, donc, c'est divisé en 2 grands programmes. Le programme de recherche axé sur la connaissance, qui comprend le programme développement savoir et savoir.
Et le second, le programme de recherche de partenariat. Alors, bon, j'ai mis des mots-clés ici là, pour vous apprendre un petit peu de sciences humaines et sociales, mais en même temps qui peut peut-être vous inviter à avoir des idées. Donc, accroître la connaissance collective sur l'être humain et la société et guider la recherche de solutions à des problèmes sociétaux. Approfondir les connaissances à partir de perspectives à caractère disciplinaire, interdisciplinaire ou multisectoriel. Appuyer des nouvelles approches de recherche. Offrir aux étudiants et aux étudiants une formation de grande qualité en recherche. Financer la constitution d'une expertise en recherche axée sur les possibilités et les enjeux sociétaux. Mobiliser les connaissances issues de la recherche. Là, je pointe Elisabeth qui nous permet de nous faire des beaux projets là-dessus. Donc, on peut passer. Donc, au programme axé sur la connaissance, les premières subventions développement savoir, ce sont vous en avez, il y a quelques personnes qui l'avaient ici, là. Donc, c'est une subvention à court terme d'une année à 2 ans. C'est pour un minimum de 7 000 à 75 000 $. Et si vous pouvez faire présenter une demande seule ou en équipe. C'est en fait dédié à expérimenter de nouvelles approches théoriques, des idées, des méthodes dédiées aux étapes initiales de recherche, des études de cas, projets pilotes, analyse critique, etc. Le programme Savoir, lui, c'est un programme long terme, de 2 à 5 ans. Donc, il y a 2 volets. Un qui va jusqu'à 100 000 $, l'autre qui va jusqu'à 400 000. J'ai indiqué que le volet A, le plus haut taux de réussite, le deuxième est plus difficile à avoir. Donc, c'est la même chose, seul ou en équipe. C'est étudier des questions complexes liées à l'être humain et à la société, ainsi qu'accroître la compréhension collective du sujet. Un à la fois, puis... Oui, c'est ça. Donc, c'est juste un à la fois. Donc, ici, donc ça, c'est vraiment donc, vous pouvez présenter, c'est ça que je voulais dire aussi, en fait, développement savoir, vous pouvez le présenter comme professeur agrégé ou titulaire si vous avez des nouvelles visées de recherche, vraiment des nouvelles recherches qui ne correspondent pas vraiment à votre domaine. Donc, ça, c'est possible de le faire. Et savoir, bon, si vous présentez le développement savoir et que vous ne l'obtenez pas, vous pouvez présenter savoir dans la même année. Ça, c'est à ces niveaux, nous en avons parlé, et inversement. Mais il ne faut jamais oublier que si, pour les professeurs titulaires agrégés, vous devez avoir complètement une nouvelle recherche à présenter. D'accord, là, je vais vous avouer que ça va être difficile, mais je pourrais vous l'envoyer. C'est écrit sur le site aussi. Vous pouvez aller voir toutes les informations. Là, tout ce que je vous présente, c'est sur le site web du Conseil de recherche du Canada. Vous pouvez hésiter à aller chercher. Vous avez les résultats à travers le Canada, les pourcentages par secteur. Vous avez tous les titres des projets aussi. Ça peut être inspirant. Donc, voilà. Donc, le deuxième volet, qui est le programme de partenariat de recherche. Donc, encore une fois, je vous présente ici les grandes lignes. D'approfondir la connaissance, la compréhension de tirant parti des perspectives offertes par de multiples disciplines et secteurs. Soutenir la collaboration entre établissements d'enseignement postsecondaire avec des organisations privées, afin de créer des connaissances et d'accroître l'utilisation des résultats de recherche, mobiliser les connaissances émanant de la recherche au sein du monde postsecondaire, etc., avec des secteurs, accroître l'accessibilité et l'utilisation des connaissances au sein et au-delà des secteurs du secteur postsecondaire, appuyer une expérience de formation de haute qualité pour les étudiants et les chercheurs de niveau postdoctoral. Ça, c'est très important. Donc là, j'ai fait une capture d'écran, justement, de ces partenaires avec lesquels on peut travailler. Les chercheurs, bien sûr, partenaires d'affaires, communautaires, gouvernementaux, internationaux. Et dans cette page, vous trouvez cette prise d'écran, c'est sur le site du CRSH. Il y a une trousse d'informations sur les partenariats. Si vous fouillez, vous allez voir des vidéos, des exemples aussi de partenariats et de recherche, que ce soit technologique avec des sciences humaines, etc. Vous avez des beaux exemples qui sont inspirants. Donc, le fameux programme Connexion dont on parlait, donc c'est 4 fois par année. Donc, le 1er février, 1er août, 1er mai, août, novembre. C'est jusqu'à 25 000 pour les événements, 50 000 pour les activités de rayonnement. C'est sur un an. Ça sert souvent de première étape à des projets plus vastes et à long terme, mais aussi pour ouvrir des partenariats. Vous savez que c'est fait pour ça, et c'est pour ça que ça se trouve dans le programme de partenariat de recherche Connexion. C'est souvent ça la visée. Donc, ça appuie les ateliers, les colloques, les conférences, les forums.
et bon, tout ce qui est mobilisation de connaissances. Et ce programme-là, cette subvention-là, on le travaille beaucoup avec Elisabeth. Donc, si vous faites une demande, vous pouvez nous écrire à nous deux. Hein, donc, on peut vous aider. Elisabeth est la spécialiste de ces subventions-là. Donc, on poursuit. Donc, subvention, engagement, partenariat. Donc, pour celle-ci, c'est au 15, à chaque 15 du mars, juin, septembre, décembre. C'est de 7 000 à 25 000 $. C'est pour un an. Et ça éclaire les prises de décision au sein d'un seul organisme du secteur public, privé ou sans but lucratif. Là, je ne vais pas dans les détails, je vous invite à vraiment aller lire. Je ne peux pas approfondir chaque programme parce que j'en aurai jusqu'à 4 heures cet après-midi. Donc, ensuite, vous avez la subvention de développement de partenariat. Celle-ci est de 75 000 à 200 000, et c'est sur un an à 3 ans, avec des partenariats existants ou potentiels. Donc, ça permet d'élaborer la mise à l'essai de nouvelles approches de partenariat pouvant donner lieu à des pratiques exemplaires ou des modèles ayant le potentiel d'être adaptés par d'autres ou de passer à l'échelle régionale, nationale ou internationale. C'est dommage. Donc, finalement, le gros programme partenariat du CRSH qui peut mener à obtenir une subvention de 2,5 millions. Donc, mais bon, pour ça, c'est 2 étapes. La première étape, c'est 20 000 $ pour préparer la grande demande pouvant mener à ces grands montants. Donc, je vois que bon. Donc, c'est de 2 à 4 à 7 ans. Il y a 2 types de partenariats qui peuvent demander. Les partenariats existants, qui favorisent de nouveaux travaux, de nouvelles activités de recherche, et les nouveaux partenariats qui favorisent les travaux, des activités de recherche via des partenaires au stade initial. Donc, voilà, c'est cette première partie-là, donc c'est un dépôt le 10 février, donc on le sait, donc il y a cette première étape de 20 000 $ permet d'engager les gens et de produire cette demande de subvention-là, qui est quand même assez exigeante parce que c'est des gros partenariats, souvent jusqu'à 40 personnes à travers le monde. Donc, ça, c'est vraiment la plus grosse du CRSH. Bon, maintenant, je conclue avec les concours internes à l'Université de Montréal. Donc, certains d'entre vous avez eu. Donc, exploration qui permet donc de préparer une demande de subvention auprès des organismes que j'ai présentés plus tôt. Et la subvention de donation Richelieu qui est aux 2 ans, donc c'est 5 000 $. Donation de Richelieu, c'est jusqu'à 20 000. Je l'ai mis, c'est vraiment sur la délinquance juvénile, mais tu me corrigeras, Donald, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être que pour les questions dans les villes, aménagement, délinquance, etc., ça peut être une subvention intéressante pour des gens qui travaillent sur les villes, l'urbanisme, etc. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc, j'ai mis un petit aparté du CV comme un Canadien pour donner un petit conseil. Donc, toutes les subventions du FRQ-SV sont reçues. Les CV sont déposés dans la plateforme CV comme un Canadien pour ce programme que je vous ai présenté. Donc, il est aussi utilisé pour le concours du FRQ Société et Culture. Donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que il faut vraiment mettre son CV à jour autant que faire se peut parce que quand on vient de faire la demande, c'est souvent la dernière partie qui manque. Et puis ici, si vous changez de programme, ça prend 24 heures des fois à ce que la demande, le CV soit généré pour le type de demande que vous voulez faire. Donc, ça, c'est le premier petit conseil que je vous donnerais comme jeune chercheur, c'est de toujours tenir votre CV commun à jour. Donc, finalement, en résumé, c'est 13 possibilités de subventions pour vos recherches. Donc, je ne les nommerai pas encore, vous les voyez. Donc, ça vous donne quand même l'occasion de penser à de belles idées, des avenues dans votre domaine et de présenter des demandes. Dernière, j'arrête. Donc, du soutien, tantôt, Donald en a parlé. Mon rôle, en fait, c'est de trouver du financement pour vous aider selon votre profil, à cibler des programmes de subvention. Vous pouvez me contacter, puis je peux vous rediriger vers Eliane, donc vers d'autres personnes aussi de l'équipe, et conseiller accompagné dans la rédaction de votre demande. Donc, vous le savez, c'est 2 semaines avant la date fixée par l'organisme que je reçois les demandes, que je peux les relire avec vous. Et c'est moi qui transmets les demandes. Donc, on demande de déposer 48 heures avant la date limite fixée par l'organisme parce que ça nous permet de faire le tour. Il peut y avoir des problèmes de transfert, de PDF, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent, des coquilles, donc dans les textes. Ça me permet d'avoir du temps de vous le renvoyer puis d'avoir un œil aussi neuf, une nouvelle relecture
mini-relecture, pas trop en profondeur, mais justement une correction des pronoms. Finalement, c'est moi qui annonce les résultats pour les concours du CRSH. Pour le FRQSC, vous les recevez, mais pour le CRSH, c'est moi qui s'en occupe. Et après ça, je peux faire des transferts de fonds, répondre à vos questions si nécessaire sur la gestion des fonds. Une dernière aussi. Donc, conseil pour préparer. Normalement, c'est vraiment quelques conseils. J'en aurais d'autres, mais je vais m'arrêter là. Donc, bien lire les instructions, les lignes directrices des organismes, vraiment s'en imprégner. Les critères d'évaluation. Commencez avec les critères d'évaluation quand vous commencez le devoir, puis remplissez en dessous ce que vous voulez dire. Consultez les outils, les vidéos, les guides sur le site du Bureau de la recherche. On a un nouveau site, je pense que Donald va nous présenter. Il est vraiment beau, je pense. Ensuite, participez au webinaire offert par les organismes subventionnaires. Donald l'a déjà dit. Avisez votre conseillère que vous déposez une demande. Commencez tôt. Puis, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions que je vais aussi en profiter pour accueillir notre journée qui nous concerne Juste. Une information à votre question. Ma question, je trouve intéressante de voir les idées l'année dernière. C'était sur le site du CRSH, ils ne l'ont pas mis à jour. C'est vraiment intéressant. Oui, absolument. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, juste un petit point, là, puis c'est commun pour les 3 secteurs. Là, quand il faut différencier un peu les organismes subventionnaires sur comment ils visent un peu le type de financement. Le FRQ vise la carrière professorale, donc ils font des relèves professorales, ils font des chercheurs boursiers pour FRQS, ils font vraiment du carrière. Puis après ça, ils ciblent des appels très ciblés dans des aspects importants pour le Québec, où là, il va y avoir des appels très thématiques, où là, des fois, ça va tomber dans une thématique, puis c'est le temps d'y répondre vite, rapidement, là, puis il faut avoir déjà de la documentation prête pour y répondre parce que ils lancent le concours en juin pour des dépôts en septembre, octobre, sur des thématiques très précises. Donc, si ça vous cible pour des demandes, ben, il faut être prêt parce que ça va être présenté à la dernière minute, rapidement. Il faut avoir du contenu présenté. Puis les chances que ça se représente l'année suivante sont très faibles. C'est que ça, pour vous donner des indications. Au niveau fédéral, ben, ils visent plus la connaissance. Fait que là, ils vont financer vraiment du potentiel de recherche, de découverte, de nouveaux projets. Puis ils vont viser le partenariat beaucoup avec soit des partenaires de différents niveaux, là, soit des OBNL, soit du partenaire industriel. C'est que faut penser un peu. Pour compléter FRQSC, c'est souvent ce qu'on appelle les actions concertées. Donc, si on voit au Québec il y a des enjeux sociétaux importants, par exemple scolaires, en ce moment, c'était ça. Donc, il y a eu un appel pour la faculté d'éducation, pour les gens qui travaillent en éducation, les chercheurs, à déposer des demandes sur la motivation des professeurs, etc. Donc, tu sais, quand on voit qu'il y a un enjeu au sein de notre province, puis c'est des enjeux de logement, justement, des enjeux ça peut venir. Donc, c'est peut-être, probablement, peut-être qu'il y aura une action concertée qui sera développée. Je vais faire la section sur la technologie. C'est pas mon secteur. J'ai travaillé santé, moi, pendant des années. Je suis microbiologiste de formation. Je me suis occupé de sciences sociales et humaines pendant un certain temps. Sauf que j'ai fait mes programmes généraux là, d'infrastructure et des champs de recherche du Canada. Ça fait que j'ai vu quand même beaucoup de projets en nature et technologie. Je vais vous montrer les programmes rapidement. Si vous avez des questions, je vais peut-être être capable d'y répondre. Si j'y arrive pas, ben, je vais vous conseiller d'aller rejoindre ma conseillère Eliane Auger, là, qui est vraiment excellente là, pour le secteur. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent puis qui l'ont déjà contactée. Eliane? Non? OK. C'est la même chose, hein? On a le FRQ, on a le CRSNG. Si on commence avec le FRQ-NT, les domaines de recherche, là, principalement, c'est l'énergie, qui vous concernerait, là. Énergie, environnement, la fabrication, la construction. Les FRQ, là, ils sont très ciblés. Matériaux, techniques, mesures et systèmes. Bon, il y a probablement d'autres domaines auxquels vous pouvez vous insérer, là. Il faut aller voir, mais c'est ceux qu'on a retracés.
Dans les programmes, encore une fois, ils visent la carrière professorale. Fait qu'on a, premièrement, la relève professorale. Ils donnent très peu, hein, c'est 20 000 par année pour 2 ans, donc 40 000 c'est pour des gens qui sont dans leurs 3 premières années de carrière, puis ils peuvent appliquer 2 fois. Puis on peut rajouter des montants pour de l'équipement là, qui pourrait aider pour l'installation d'un laboratoire, de vos espaces de travaux. Ils ont leur programme Équipe, qui est un maximum de 60 000 par année jusqu'à 3 ans. Eux autres aussi permettent des équipements, 7 000 à 50 000 Ils vont faire des programmes partenariats qui sont sur des appels sur des sujets ciblés. On va je pense que ce qu'on va faire quand il y a des appels ciblés qui sont présentés, là, nous, vous irez voir, là, on a des groupes Teams sur le site du BRDV. Vous pouvez vous connecter dessus, on vous tient au courant là, quand il y a des choses qui sont lancées dessus. Il y a un programme pour les regroupements stratégiques. C'est des subventions internes qui sont possibles pour les membres de regroupement. Donc, des petits groupes de recherche qui se mettent ensemble puis qui peuvent présenter une demande pour regroupement stratégique. Puis, ils vont offrir des bourses étudiantes. Là, ben, il faut voir pour le SP, là, pour vos étudiants au FRQNT. Le CRSNG, encore une fois, les domaines de recherche, là, ils vont cibler différemment, eux autres, au CRSNG. C'est génie des charpentes, performance des matériaux. Bon, il y a différents sujets qui touchent pas juste la construction puis l'urbanisme. Puis il y a tout le côté aussi, je pense qu'il touche certains aspects de la faculté d'aménagement sur les systèmes de transport. Je pense que j'avais vu quelques projets passer, là. Là, il faut aller voir, il y a des comités d'évaluation qui sont définis là, pour les présentations au CRSNG, CRSH aussi. Vous pouvez aller voir la liste des sujets là, qui sont abordés par les différents comités. Là, quand vous présentez vos demandes, vous pouvez cibler vos comités d'évaluation. Eliane avait mis que souvent, c'est le comité 1509 pour l'aménagement. Je n'ai pas plus de détails sur lequel c'est, mais... Les programmes au CRSNG, le programme phare, là, c'est le programme découverte. C'est pour des financements de 5 ans, c'est renouvelable. Donc, vous partez en carrière, vous présentez une demande de découverte, vous faites vos 5 années. Dans la dernière année, vous pouvez redéposer une demande pour continuer sur un autre 5 années. C'est avantageux en début de carrière parce qu'ils veulent vraiment placer les chercheurs dans un taux de financement de base qui va vous permettre d'avoir du financement continu pendant toute votre carrière. C'est le 1er août pour la lettre d'intention qui n'est pas éliminatoire et au 1er novembre pour la soumission complète. L'évaluation va sur la qualité du chercheur, donc sur votre CV, sur le projet qui est présenté, puis il y a un aspect très fort qui est donné sur la formation de vos étudiants puis du personnel au moins qualifié. Il y a vraiment beaucoup de points qui vont sur cet aspect-là aussi. En principe, là, je n'ai pas les montants. Je pense qu'on peut demander le montant, un montant maximum. Là. Le CRSNG va évaluer toutes les demandes. Ils vont regarder le nombre de demandes qu'ils vont financer. Ils revoient les budgets d'à peu près toutes les demandes, puis ils vont vous donner à peu près la moitié de ce que vous avez demandé. Fait que si vous demandez, puis là, les bonnes demandes découvertes, là, ça donne environ 30 000 par année. Ça fait que c'est pas énorme, puis ça dépend des secteurs. Des fois, c'est suffisant, mais c'est pas énorme pour certaines personnes là, en nature et technologie. Mais ça donne un financement continu parce qu'on peut demander 5 ans puis recommencer un autre 5 ans. Ça fait que le 30 000 il rentre constamment. On peut faire d'autres demandes en même temps, même si on a un CRSNG découverte. L'autre programme phare, c'est le programme Alliance. Ça, c'est le programme vraiment partenariat là, qui est un peu comme commun, un peu du CRSH, où là, on fait une demande en partenariat avec l'industrie, avec des partenaires du privé. Ce programme-là est fait pour la création de programmes avec des partenaires qui peuvent être du privé, des villes, des compagnies, des OSBL. C'est un financement 2-1. Donc, le partenaire met de l'argent dans votre projet. Disons qu'il met 50 000 le CRSNG va à côté avec le 50 000 équivalent pour vous donner un financement total de 100 000 Plus vous allez chercher de l'argent du partenaire, plus le CRSNG va mettre de l'argent. Il y a la possibilité de coupler avec des mi-taxes ces demandes-là. Là, on devient presque du 3 pour 1. L'argent du partenaire compte pour le CRSNG pour le même montant et pour le mi-taxe pour le même montant.
C'est que là, en plus, vous pouvez aller avoir des étudiants qui sont financés pour faire des projets, qui vont aller faire des stages là, dans l'entreprise privée. Donc là, on est dans du 3 pour 1. Le CRSNG, peu importe le type de financement qui est donné, là, ils le reconnaissent comme étant la contribution du partenaire. Là, je le dis comme ça, c'est parce qu'ils sont très ouverts sur qu'est-ce qui est vraiment une contribution. Puis le MITAX, là, souvent va suivre. MITAX, ça fait pas longtemps qu'ils ont offert cette possibilité-là de coupler avec les programmes Alliance. Ils ont encore un petit peu de problème avec les évaluations. L'évaluation est faite par le CRSNG. Si ça va de l'avant, le MITAX, il devrait aller de l'avant. Mais il y a un côté administratif MITAX qui fait que des fois, il y a un délai. Ça fait qu'il faut y penser parce que peut-être qu'ils vont le régler dans les prochaines années, là, étant donné que le programme était quand même assez nouveau. Mais des fois, quand on fait un MITAX puis qu'on s'attend à ce que nos étudiants ils commencent dès maintenant leur stage, une fois que le financement il est obtenu du CRSNG, il peut y avoir un décalage avant qu'on obtienne le go de la part de MITAX. Il faut être juste au courant de ça. Un autre programme qu'ils vont offrir, c'est les équipements d'outils et instruments de recherche. C'est un peu comme une petite FCI qui va être présentée comme par Edna plus tard, là. Pour pouvoir y avoir accès, c'est aller chercher vraiment de l'équipement pour vos laboratoires. Il faut avoir obtenu une demande de subvention du CRSNG. Fait que ça, une fois que vous avez une demande du CRSNG, vous pouvez aller chercher de l'équipement supplémentaire. C'est jusqu'à 150 000 Puis encore une fois, le CRSNG va donner aussi des bourses étudiantes. Bon, il faut voir avec l'ESP. Nous, au BRDV, on ne s'occupe pas des bourses étudiantes. Fait que si vous avez des questions, rendez-vous directement à l'ESP. On reçoit quand même pas mal de courriels des fois pour certains types de bourses, là, mais on s'en occupe pas chez nous. On peut parler à l'ESP, là, on se parle régulièrement, mais ce n'est pas nous qui s'occupons des bourses. Je vais vous présenter les côtés intersectoriels autres que Audace. Audace, c'est le penchant provincial des concours intersectoriels. Comme je disais tantôt, c'est des concours qui ne pourraient pas être présentés à un seul organisme dans un seul secteur. Il faut que ça soit intersectoriel. C'est des demandes qui sont un peu plus compliquées à préparer parce qu'il faut vraiment avoir une cohésion entre le discours qui se fait en sciences sociales et en nature et technologie, puis coupler ça sur un projet cohérent. Fait qu'il y a de la préparation à faire pour ce type de programme-là, puis on offre, je pense qu'Elisabeth va présenter du financement aussi pour créer ces opportunités-là au sein de l'université, puis pour se présenter à des concours par la suite. On va en parler un petit peu plus tard. Le fédéral a créé des fonds là, à peu près l'année suivante après Audace au FRQ. Audace a été le premier programme qui a été créé. Au fédéral, ils ont créé le nouveau fonds qui était le fonds des nouvelles frontières en recherche. Donc, le point de base, c'est que c'était pour des programmes de recherche qui ne sont pas finançables aux IRSC, au CRSH ou au CRSNG parce que ça implique 2 types de secteurs. Ils ont fait 3 volets. Le premier volet, qui est le plus régulier, là, où on peut faire des demandes annuellement, c'est le volet exploration. C'est vraiment pour renforcer la capacité en recherche pour des projets intersectoriels de recherche. C'est 250 000 sur 2 ans. Les programmes qui sont présentés à Audace peuvent être présentés à exploration. Puis, à un moment donné, vous avez peut-être une décision à savoir si ça va être financé par un ou par l'autre, si jamais vous êtes financé aux 2 endroits. Mais là, il faut penser que le FNFR finance pour 250 000 versus 100 000 pour Audace. Donc, il y a un petit peu plus d'argent. C'est Eliane chez nous qui s'occupe de ce programme-là. L'autre volet, c'est le volet international. Je pense que c'est aux 2 ans là, ou aux années, dépendant des priorités. C'est pour faire des programmes de recherche intersectoriels avec des partenaires à l'étranger. C'est 1,5 million du FNFR sur 3 ans. Puis c'est Julia qui s'en occupe de ce concours-là. Le dernier qui vient d'être lancé, il était sur une thématique spécifique. Puis étant donné que c'est pour des besoins de cohésion avec l'international, puis un peu tout, il y a une priorité qui est donnée sur des thématiques précises là, annuellement. Je pense que c'était juste le 2e ou 3e concours qui était ouvert. Souvent, ils utilisaient ce penchant-là pour aider aux subventions en Europe là, avant que ça soit ouvert au financement Horizon Europe. Maintenant, on est ouvert, fait qu'ils vont peut-être changer un peu la façon de faire. Une fois aux 2 ans, il y a le programme de transformation, c'est annuel, excusez, là, qui a le programme de transformation, qui sont pour des grandes demandes de projets qui vont être transformants pour le Canada, qui vont mettre en place des projets qui vont représenter le Canada sur des thématiques précises. Donc, ça se veut d'envergure pour des grandes équipes de recherche.
C'est des financements de 2 à 4 millions par année sur 6 ans, donc un potentiel de 24 millions de financements par année. Ils financent environ maximum une dizaine de projets par année à travers le Canada. Pour vous donner une idée, on n'a encore eu aucun financement à l'Université de Montréal. Fait que c'est des demandes qui sont difficiles à aller chercher. On a mis une équipe au complet, qui est une équipe pour les projets structurants, là, qui travaille sur différents types de programmes de recherche là, qui sont vraiment structurants pour l'université, qui s'occupe de ce programme-là au bureau de la recherche. Ce n'est pas notre équipe qui s'en occupe cette année. Et puis, vous pouvez contacter Brian Moore là, si vous avez des idées ou si vous voulez participer avec d'autres équipes là, pour ce type de demande-là. Oui. Donc, on est rendu à Horizon Europe. C'est ça. Donc, c'est une initiative de recherche scientifique avec l'Union européenne. Je sais, qui dure, en fait, le projet actuel Horizon Europe, c'est entre 2021 et 2027. Donc, on est rendu pas mal à la mi-fin là, du programme. Depuis janvier 2024, en fait, on est appliqué comme pays associé. Ça veut dire que vous pouvez appliquer dès maintenant pour les programmes et recevoir du financement par rapport au pilier 2. Le pilier 2, il y a 6 pôles différents, soit santé, culture, créativité et société inclusive, sécurité civile pour la société. Le 4e, c'est numérique, industrie et espace. 5e, c'est climat, énergie, mobilité. Et 6e, c'est alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, vous voyez, là, ça regroupe une grande... Je suis certaine que la faculté de l'aménagement peut s'inscrire dans plusieurs de ces pôles-là. Puis, ça vous donne l'opportunité, en fait, si vous avez un réseau en Europe, de le solliciter parce que vous pouvez maintenant recevoir du financement au travers de ces appels-là. Vous ne pourrez pas appliquer comme un chercheur seul. Il va falloir absolument que vous soyez en équipe avec des chercheurs de l'Union européenne. Puis, en ce moment, on a créé un fichier Excel avec toutes les opportunités. Donc, si vous voulez juste rapidement savoir les opportunités qui sont ouvertes pour 2024, on va en avoir d'autres en 2025, 2026 et 2027, mais vous pouvez y accéder sans non plus prendre connaissance tout de suite de la plateforme. Donc, à temps perdu, ça se fait bien. Puis, on a nouvellement aussi un groupe Teams d'Horizon Europe. Donc, ça va être dynamique là-dessus. Les appels, on va en afficher. On va aussi mettre des capsules sur rapidement comment vous faire un profil pour vous épargner du temps parce que c'est long d'apprendre à connaître ces plateformes-là. Donc, vous pouvez vous abonner aussi à la liste d'envoi pour avoir plus d'informations. On peut aller à la prochaine. Je vais juste, il y a 200, au-dessus de 270 opportunités de projets là, très ciblés. Les montants, là, ça prend 3 pays partenaires présents sur chaque demande pour pouvoir appliquer. Donc, ils sont très intéressés à avoir des partenaires supplémentaires du Canada parce qu'on ouvre une porte avec du partenariat. C'est des programmes qui vont financer des projets entre 1 et 10 millions d'euros total pour le projet. Ça fait que c'est des gros montants d'argent. Des fois, on peut s'associer puis faire une partie de projet, là, puis aller chercher un 250 000 canadiens, ce qui est un bon montant pour nous, mais qui représente très peu sur l'enveloppe globale du projet, là. Fait que, c'est intéressant. On a beaucoup de discussions avec les pays européens présentement. Ils sont hyper intéressés à avoir le Canada partenaire, là. Ils nous contactent, ils veulent venir nous visiter, ils veulent qu'on aille les voir. Sont très ouverts. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux partenariats pour être plusieurs pays. Je pense que ça prend un minimum de 3 pays partenaires pour pouvoir appliquer. La plupart des projets, ils ont entre 6, 7 et 8 partenaires et pays là, sur les projets. Ça fait qu'ils sont très ouverts. Oui, donc par rapport aux autres subventions internationales, je ne fais pas uniquement Horizon Europe. Toutes les subventions en fait de recherche qui viennent de l'extérieur, que ce soit des organismes fédéraux ou à but non lucratif ou des entreprises en fait qui subventionnent la recherche, ça passe vers moi. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous recevez un appel pour de la recherche, une subvention de recherche, vous pouvez me contacter, puis moi, je peux m'occuper d'écrire à l'organisme parce que ça peut prendre du temps. Puis moi, ça me permet en même temps de m'informer, il y en a tellement. Ça ressemble à ça. Juste un instant. Là, j'avais fait en fait une recherche rapidement sur notre outil Pivot. Là, je vais laisser Elisabeth vous en parler. Mais j'avais vu, par exemple, rapidement une subvention au niveau un peu plus du génie et des bâtiments
américaine qui était ouverte aux chercheurs canadiens, du moins après ma lecture. Et c'était entre 1 million et 2 millions qu'on pouvait aller chercher. Puis l'application se passait au mois de mars. Donc ça peut être intéressant. Sinon, une autre subvention de recherche un peu plus petite que l'appel qui va se faire, là, c'est selon des prédictions au printemps 2024. Puis ça, c'était un peu plus par rapport en fait, ben là, par exemple, les thèmes de 2023, étant donné qu'ils sont pas encore affichés, mais là, en 2023, il y avait l'adaptabilité des bâtiments pour les changements futurs. Il y avait aussi le développement durable dans le design du secteur de la santé ou la conception de lieux pour la santé mentale. Donc ça peut être intéressant. Là, c'est une subvention un peu plus petite de 30 000 $ américains. Donc ça reste toujours en considération. Donc si vous en voyez passer ou vous voyez pas nécessairement de subvention qui pourrait vous appliquer à votre projet qui vous intéresse, n'hésitez pas de passer vers moi, puis je vais essayer d'aller trouver des subventions pour vous à ce niveau-là. Souvent, les subventions américaines, là, ils ont des plateformes. On a déjà les accès, on est déjà inscrit. Ça passe souvent par moi, Julia. On fait les démarches auprès de l'organisme pour être sûr qu'on est capable d'appliquer. Fait qu'hésitez pas, vous voyez des choses. Il y a beaucoup de demandes en santé qui sont déposées dans les organismes américains. On en voit très peu en aménagement, on en voit très peu dans les autres domaines. Fait que, n'hésitez pas à regarder. Ils financent. Quand ils sont prêts à financer au Canada, ils financent. En nature et technologie, eux, ils ont le penchant, ce qui s'appelle le NSF. On ne peut pas être financé nous autres mêmes ils ne permettent pas du financement de Canadiens par le NSF, mais on peut être partenaire sur des demandes et recevoir du financement. On ne peut pas déposer, mais on peut recevoir du financement d'un partenaire. Ça fait que, il y a des choses à voir, il y a des idées à trouver des fois là, pour des opportunités. Bon. Tu cliques sur moi? Oui, ouais. Alors, bonjour. J'aimerais être face à vous parce que de mon point de vue, je vois pas tout le monde. Pour peut-être aussi projeter mon voix plus loin. Alors, bonjour. Mon nom est Edna et je fais partie, en effet, d'une petite équipe au sein de l'équipe subvention. L'équipe compte 3 personnes qui gèrent prix et post-octroi des subventions de la Fondation canadienne pour l'innovation, qu'on appelle la FCI. Alors, ces 3 conseillères-là gèrent les subventions prix et post-octroi. On considère la subvention FCI comme une subvention institutionnelle. OK? Alors là, la prochaine diapo, on va voir qu'est-ce que ça implique. Premièrement, un petit rappel qui est la FCI. C'est un organisme non gouvernemental qui fonctionne déjà plus que 25 ans. Et ce qui est spécial avec cette fondation-là est qu'il ne fournit pas de l'argent pour faire de la recherche. C'est-à-dire, il ne donne pas de fonds de déroulement comme les FARCU, les CIHR, etc. Et cette subvention-là est dédiée à l'infrastructure en lien avec la recherche. Ceci dit, la FCI n'est pas le dépanneur de coin, n'est pas Renault Dépôt à laquelle on vient avec une liste d'équipements. Au sein d'une demande FCI est votre programmation de recherche. C'est ça la première chose qui est évaluée et l'adéquation avec votre liste d'équipements est évaluée dans ce contexte-là. Alors, pourquoi cette subvention-là est institutionnelle? C'est parce que la FCI envoie à l'université une enveloppe prédéterminée et qu'il faut gérer, il faut distribuer de manière équitable parmi toute l'école et les facultés de l'université. Alors, oui, on a 2 volets, c'est la prochaine. 2 volets principaux. Les premiers, j'ai mis ça en tableau comparatif pour vous montrer les différentes échelles ou envergures des projets subventionnés. Moi, je gère, comme je dis, les volets fonds leader qui visent à subventionner 1 chercheur à 3 chercheurs
s'il y a un besoin d'infrastructures communes. On n'est pas obligé d'être en collaboration. Chacun peut utiliser le même équipement pour ses besoins à lui, mais on peut aussi, à la rigueur, déposer un projet collaboratif si la collaboration est déjà existante. À la FCI, on ne peut pas déposer de projets hypothétiques et je vais rentrer là-dedans plus tard. Alors, on a dit jusqu'à 3 candidats et vous voyez que le fonds d'innovation, il s'agit d'un projet d'envergure transformateur qui vise à équiper au moins 10 groupes de chercheurs. Alors, souvent, c'est interinstitutionnel. On recommande pas de commencer, se lancer dans ces gros concours-là sans avoir passé, en effet, dans le fonds leader pour avoir les fils. Il est recommandé de faire ce qu'on appelle le build-on, OK? Dans la faculté, il y a déjà quelques lauréats. Alors, vous pouvez compter pas mal sur leur expérience. C'est pas évident ni préparer la demande, ni de la gérer. Je vois pas, le dernier était André Nejo, OK? Alors, il vient de finir et mettre en place sa subvention. Alors, on voit aussi qu'il y a une grande différence dans les budgets alloués. D'accord? Les fonds d'innovation commencent par un total de 2 millions et à l'Université de Montréal, comme je dis, là, on reçoit une enveloppe limitée et la plupart des projets sont de 300 000 total, mais on regarde avec vous quels sont vos besoins et c'est quoi la disponibilité budgétaire à ce moment-là. Et la demande FCI Leader, qui vise encore une fois un chercheur à 3, on peut la déposer trois fois par année, mais ça ne va pas dire que je me réveille 12 semaines avant le concours parce que je sais que le 15 février, je peux déposer quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment une préparation adéquate. Il y a un processus de sélection aussi à l'interne. Ça, c'est vrai pour les deux concours. OK? Alors, la prochaine diapo nous présente la formule de financement. Elle est spéciale, OK? On va dire un total de 100 000 que vous allez demander à la FCI. La FCI va donner jusqu'à 40% de ce budget-là. Dans le Québec, on est chanceux au Québec parce que le gouvernement accote cet montant que la FCI va verser et vous dites, OK, sur 100 000, j'ai 80 000 qui sont versés par l'organisme subventionnaire. Qu'est-ce qui se passe avec les 20 autres? Les 20 autres pourcents. Les 20 autres pourcents, j'appelle ça argent monopoly. Il faut les ramasser et c'est pas vraiment pour dépenser. Il s'agit des fameuses contributions en nature que la FCI vous voit dans votre projet. Des partenaires, les fournisseurs d'équipements connaissent très bien les règles des jeux de la FCI. Et quand vous dites que vous avez besoin d'une soumission pour un projet FCI, ils vont s'arranger qu'il y aura la ligne ou la fameuse ligne qui ont besoin pour accumuler ces 20%. Oui. Pour les budgets, quand on parle de 250 000, c'est 40% de 250 000, etc. Oui, oui. 250 000, c'est le total du projet, mais il inclut 80% de ce montant-là va être en cash vraiment pour acheter l'équipement, mais le reste de 20%, c'est il faut l'accumuler pour équilibrer le montant total. Si on réussit pas, il y a des façons de compléter, OK? Au bureau de la recherche, si on voit qu'il y a un manque à gagner de 1 à 2%, on prend ça en charge. Mais parfois, on a besoin d'un appui philanthropique, comme on a parlé au début de la discussion. Il y a des autres manières de compléter les budgets. Mais on est pas mal, on est dans l'obligation de démontrer
à la structure budgétaire quand on dépose ce type de demande? On est chanceux au Québec parce qu'on est la seule province où le Québec qui participe vraiment. C'est le ministère, c'est le MEI, là, Oui, le Économie MEI. et Innovation, qui met 40% sur tous les projets FCI. Autant innovation que fonds leader. Les autres provinces, ils le font pas, là. Ça fait que les autres provinces doivent aller chercher 60% là, du budget ailleurs. Alors, oui, ben, vous pouvez poser probablement la question, qu'est-ce qu'on compte comme une infrastructure de la recherche? Ici, je rappelle encore une fois, pas de fonds, la FCI donne aucun fonds pour faire de la recherche, pour que vous puissiez, par exemple, payer votre agent de recherche, ramasser les données. Il donne juste l'ordinateur sur lequel il va travailler, d'accord? Alors, la prochaine diapo montre une liste non exhaustive, Donald, si tu peux, non exhaustive. Il y a des lignes guidantes, il y a des directives très précises sur les portails, sur les guides de la FCI. Qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui n'est pas éligible comme infrastructure. On peut payer des salaires, par exemple, pour des personnels qui va mettre en place quelque chose pour vous, développer des technologies, développer des bases de données. Vous pouvez acheter des bases de données. Vous pouvez bien sûr inclure des garanties pour entretenir et maintenir ces équipements que vous demandez. Vous pouvez même rénover des locaux pour y mettre l'équipement que vous demandez. D'accord? Alors, encore une fois, tout ça se fait dans les besoins d'infrastructures sont encadrés dans votre programmation de recherche. D'accord? Alors, bon, et ça, je pense que c'est très important pour vous. Quels sont les dossiers les plus recevables, ceux-là qui vont avoir le plus de succès quand on dépose une demande FCI? Et ici, je pense qu'on a parlé au début de la discussion, on a parlé des cheminements qu'il faut, la planification qu'il faut faire dans votre carrière, en effet, et dans la recherche des autres subventions pour arriver à déposer une demande FCI. Comme je disais, on ne dépose pas de projets pilotes, on dépose des projets faisables. Qu'est-ce que la FCI considère comme un projet faisable? C'est j'ai de l'argent pour le faire, hein, parce que la FCI ne donnera pas de l'équipement qui prend de la poussière sur une tablette. Hein. Il faut que l'équipement sert et à long terme. Il faut que l'équipement, c'est ça, sert à la recherche de plus qu'on a. D'habitude, ils demandent un programme structuré sur 4 ou 5 ans. Vous devriez être expert dans le domaine, dans les centres de focus de votre demande. C'est-à-dire que si vous êtes un architecte et vous dites dans votre demande que vous allez faire des modélisations, je tire ça jusqu'au ça, modélisation mathématique et vous n'êtes pas mathématicien, votre demande ne passera pas. Alors, tout doit être là. Les financements, l'expertise, les collaborations et bien sûr, vous devrez démontrer que l'infrastructure est essentielle pour promouvoir cette programmation de recherche. C'est juste ça qui vous manque pour passer à l'étape prochaine. Alors ici, je voulais vous montrer rapidement les cycles de vie d'un projet FCI pour que vous pouviez planifier votre cheminement. Et là, en effet, l'étape pré-octroi n'est pas visible. Ouais, l'étape pré-octroi, c'est pas juste entre les concours de FCI Leader, par exemple. C'est vraiment, moi, j'ai un programme, il faut que je structure ma programmation, il faut que j'aille chercher de l'argent pour le faire, et il faut que je sache qu'est-ce que je veux. Alors, il faut que je fasse mes devoirs, OK, combien ça coûte, avoir ces équipements-là, etc.
une fois la demande est déposée et octroyée, c'est très, très vite à mettre en place les projets. La FCI, la subvention ne nous suit pas durant toute la durée de la programmation. OK? Il est donné pour que vous puissiez mettre en place rapidement votre infrastructure pour l'utiliser à fin de votre recherche. Alors, on vous donne 18 à 24 mois pour exécuter le projet. Alors, votre équipe devrait être en place et capable d'exécuter l'achat, la mise en place de l'infrastructure, etc. Les rénovations. S'il y a des rénovations, même plus, tout ça, oui, tout ça, ça fait partie de la planification pré-octroi. Et au moment que le go est donné, tout met en branle et alors c'est très, très rapide. Il faut être capable de l'exécuter, hein? Sinon l'argent, il risque qu'il retourne à la FCI. Et ça n'arrive pas souvent. Et, à long terme, il faut réfléchir aussi, est-ce que je vais être capable d'entretenir et maintenir ces équipements-là? Alors, entretenir et maintenir, j'ai de l'argent pour faire ma recherche et pour supporter ces équipements-là, n'est-ce pas? Alors, avec toutes ces idées-là en tête, là, on peut penser, on peut vous inviter à présenter un dossier et c'était discuté à la prochaine diapo, qui est éligible en effet à déposer une demande à la FCI. C'est premièrement, il faut être un prof à temps plein à l'université ou une recrue qui va être en temps plein aussi, une fois arrivé à l'université. Et la façon qu'on procède, premièrement, vous discutez avec votre vice-doyen de recherche. La personne va évaluer l'avance. Si la faculté donne l'appui à ce dossier-là, s'il est assez mature, peut-être au sein de la faculté, vous pouvez corriger certaines affaires pour trouver un local s'il faut. Il y a toutes sortes de petits éléments d'appui local qui sont nécessaires pour compléter un projet. Et après ça, le dossier monte vers le vice-rectorat pour voir l'avancement du projet, etc., votre CV, etc., et la disponibilité budgétaire à ce moment-là. Et quand le go est donné, je raconte les candidats et on commence à travailler vraiment de manière personnelle sur la demande dans le pré-octroi. Et comme je disais, parfois, André, ça a pris une année. OK? Alors, c'est pas out of the sleeve tout ça. Il faut vraiment attendre que ça prenne un petit moment. Ce qu'on veut, c'est de poser la demande le plus mature pour qu'elle passe de premier coup. OK? Et c'est le dernier commentaire, la demande FCI pour le leader, c'est ça qu'elle qui vise 1 à 3 personnes. Il n'y a pas de cut-off d'élimination vis-à-vis des autres candidats qui ont déposé au même concours, OK? C'est vous vis-à-vis le comité scientifique. Si votre demande est parfaitement alignée avec les directives du programme et elle est bien écrite, il y a une bonne chance que vous allez avoir un oui. Parfois, c'est un oui partiel, il faut couper des choses là, mais l'autre programme, par exemple, elle est éliminatoire à l'échelle canadienne. OK? Ça donne une autre perspective sur ce type de projet-là. Et c'est pas que c'est impossible, mais il faut structurer votre cheminement pour y arriver. C'est juste ça. Oui. Je comprends que les infrastructures qui sont acquises par le secteur-là ne peuvent pas servir à l'enseignement, c'est seulement à la recherche. Exact. Parce qu'il y a une période, après on va dire pendant le laboratoire, pendant combien de temps éventuellement on peut venir faire de l'enseignement, etc. C'est pendant une certaine période, on ne peut pas toucher à l'enseignement. C'est pas, OK.
La FCI finance pas l'équipement pour l'enseignement. Ouais, ça ne va pas dans la classe. Mais il est évident qu'un postdoc ou un doc ou un étudiant en maîtrise va l'utiliser pour ces projets. Si ça, c'est possible. C'est même, il faut démontrer à la FCI que l'équipement va servir à entraîner, à promouvoir les compétences des des personnels hautement qualifiés. Et ça, c'est inclus là-dedans. La FCI ne donne pas de bourse pour les étudiants. Ça, c'est interdit. Non. Alors, comme je dis, l'équipe, l'argent pour l'étudiant, pour faire de la recherche est déjà en place chez vous. Et oui, au contraire, il y a un chapitre qui est dédié, un demi-chapitre qui est dédié à cette information-là. Oui. Oui. Combien de projets peut envoyer la faculté au vert de département? Mais vous pouvez envoyer un volet complet et on va les valider. C'est-à-dire plus qu'un seul projet par concours. Mais ça dépend qu'est-ce que l'appui que la faculté peut vous apporter aussi. Il y a des facultés qui choisissent d'aller un à la fois. Attendre que la demande proposée est envoyée, et octroyée et recommencée. Comme je disais, il y a quand même des éléments internes, des appuis internes qui devraient se faire. Alors, c'est le choix de la faculté. Juste, juste pour donner une idée, là, on a une enveloppe de 11 millions sur 3 ans. Là, c'est des enveloppes de 3 ans que la FCI nous donne. On a une enveloppe de 13,5 millions pour 3 ans pour toute l'Université de Montréal. C'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. Nos 2 plus grosses facultés gèrent leur propre projet. Là. Ils ont une portion là, qui est équivalente à ce qu'ils font là, en revenus et tout, là, qui leur sont donnés directement. C'est que nous, on ne la gère pas. Au vice-rectorat, on gère toutes les autres facultés, donc arts FAS et médecine. Ça fait que là, on a une portion d'enveloppe du 13 millions là, qui va pour toutes les autres facultés. On n'est pas capable de soutenir 32 projets. Puis de toute façon, comme Edna le disait, ça prend des projets matures, bien présentés, avec des budgets conséquents. On a une équipe de 3 personnes au BRDV pour mettre en place, pour faire le suivi des projets. Il y a une équipe aux finances qui est dédiée aussi aux projets infrastructure. Puis on a une équipe aussi à la DI qui travaille sur tous les projets de rénovation. Ces projets-là, là, c'est conséquent, là, ça prend beaucoup de choses. Fait que on n'arriverait pas quand même à en supporter 10, 15 dans une seule faculté par année. On n'y arriverait pas là, si on mettait ça à charge à l'université. C'est que là, ce que nous, on demande, c'est que sur le cycle de 3 ans, donnez-nous un aperçu de combien vous voulez en déposer, c'est quoi les projets envisagés. Puis nous, ben, on avance avec vous là, pour les mettre en place un après l'autre pour que ça se fasse le plus possible, dans la mesure où on a encore de l'argent disponible. On essaie de voir avec les besoins un peu tout. C'est nous qui donnons les recommandations au vice-rectorat là, sur la distribution d'enveloppes, mais c'est eux qui prennent la décision au final. Mais avoir un aperçu sur le 3 ans, sur combien vous voulez en déposer, vous pouvez nous en présenter 15. Mais pour être réaliste, là, les professeurs, des fois, ils n'auront pas le temps dans le 3 ans de le mettre en place. C'est lourd comme processus à préparer. Là. On en a tout le temps des grandes listes là, qui arrivent, là, puis c'est pas évident qu'on réalise à tout faire ces projets-là. Mais moi, j'appelle, c'est comme il y a une planification générale, on a perçu qu'on demande des facultés sur leurs besoins, mais j'appelle ça la bolle de jello, parce qu'on n'arrive pas vraiment, c'est pas figé, ça bouge tout le temps, il y a des candidats qui désistent, il y a des facultés qui n'arrivent pas à promouvoir les projets à 100%, etc. Alors, un projet, il peut couper, même si c'était pas dans la planification originale. Et on y va étape par étape avec vous. C'est ça. On essaye, bien sûr, d'accommoder le plus possible, mais. Et puis aussi, ce que j'avais compris, c'est que l'objectif, c'est quand même de promouvoir des projets qui vont avec la planification stratégique de la. Oui, ça, c'est très important. Oui. En espace.
C'est ça. Oui, Exact. oui, tout à fait. Alors, il y a le fameux plan stratégique, une des directives, il faut démontrer dans la demande que votre projet est en lien avec les priorités institutionnelles. Priorités institutionnelles, ça peut être, bon, les gouvernements de Québec et de Canada, mais c'est aussi le plan stratégique de la recherche de l'Université de Montréal. D'accord? Alors, tout ça, vous voyez, c'est quand même, c'est complexe, mais on voit on travaille là-dessus, étape par étape, et on arrive à déposer, on a vraiment déposé une belle demande pour André, et ouais, je pense que les bras robotiques sont déjà fonctionnels. Alors, Mais le message à retenir pour les professeurs en général, si vous avez une idée de projet d'infrastructure que vous voulez mettre en place, approchez votre vice-décaneur rapidement parce que là, il y a un délai. Il y a des choses à mettre en place, puis c'est sûr que ça ne se fera pas au prochain concours. Ça va se faire dans la planification. Fait que vous avez des idées, vous avez quelque chose de conséquent. Bon, il faut penser à des locaux, il faut penser à des rénovations, il faut penser à quel type d'équipement, aller chercher les soumissions, avoir une idée du budget. Il y a une mise en place à faire. Ça fait qu'hésitez pas à faire les approches. Puis il faut être réaliste dans le temps où peut-être votre projet va se réaliser, là. Puis des fois, il y a des projets que si ça se fait pas maintenant, il va être trop tard. Il y en a d'autres qu'on peut prévoir puis se dire, ben, tu sais, si ça se fait dans les 5-10 prochaines années, ça serait bon. Tu sais, ça fait que ça pensait à ça aussi. un autre élément, oui, après ça, je m'assois, c'est vraiment essayer de vous organiser, de ne pas présenter un demande d'un chercheur à la fois. Si vous êtes capable de vraiment établir des demandes plus qu'une personne, si les besoins sont là, c'est beaucoup plus attrayant pour la FCI parce que la question de pérennité qui l'obsède tant est mieux répondue, ok? Parce que c'est 3 personnes qui ont des subventions et si un lâche, c'est évident que les autres vont continuer, etc. Alors, si vous êtes capable de s'organiser de manière écologique aussi, on ne peut pas répliquer 1000 laboratoires avec le même équipement et ça peut être très intéressant et avantageux. Des autres questions, non? Oui. Il y a une Polytechnique, est-ce que quelque chose entre IBM et Polytechnique peut continuer pour FCI? Oui. Oui, même FC Leader pour avoir oui, multi-institutionnel, on essaye moins à cause de la complexité, mais un chercheur de notre institution pour être votre collaborateur n'essaye pas de transférer de l'argent, il contribue son expertise, par exemple. Moi, on a fait des projets où l'autre université contribue avec son enveloppe à elle, avec notre enveloppe à nous, pour aller chercher les équipements qui vont être placés dans les 2 endroits. On l'a déjà fait. C'est juste que c'est encore plus complexe à mettre en place. Merci beaucoup. C'était beaucoup. On en a d'autres? Non. Ça va être un peu plus léger que les FCI. Par contre, c'est autant complexe la mobilisation des connaissances, puis il faut la planifier quasiment avec le même délai que les FCI. J'exagère un peu là, pour vous réveiller pour mon intervention parce que bon, je sais que ça commence à être long. Donc, voilà, la mobilisation des connaissances. Vous avez compris que moi, comme conseillère, je suis à l'appui de vous, mais aussi des conseillères et conseillers au sein du BRDP. Ça veut dire que je vais refaire les lectures au sein des demandes FCI aussi. Il y a une partie impact et mobilisation des connaissances et impact sur la société que je vais relire justement aussi ces parties de demande, aussi CRSH partenariat ou d'autres CRSH. Mais j'ai aussi des concours qui sont en soi-même sur la mobilisation des connaissances que je vais présenter dans les prochaines minutes. Donc, je sers à tous les secteurs et donc, je m'insère aussi dans tous les groupes Teams. Ma tête va apparaître dans tous les groupes Teams régulièrement, soit pour les concours, soit pour les formations, ateliers ou autres informations sur la mobilisation des connaissances. Maintenant, on peut passer. Donc, juste pour vous rappeler un peu,
C'est quoi la mobilisation des connaissances? Donc, c'est en fait un terme parapluie pour tout ce qui tombe dans le champ de sémantique du transfert des connaissances. Donc, on parle de la vulgarisation scientifique des fois, échange de connaissances, partage, mise en valeur, diffusion, dissémination, le CRSH, je parle de dissémination, l'application, le rayonnement, la traduction, des connaissances, pas la traduction. Je vous invite de ne pas seulement suivre ma formation sur la mobilisation de connaissances pour en savoir plus sur l'idée, les projets, la planification de la mobilisation des connaissances, mais aussi quand vous choisissez votre concours, soit avec le CRSH, FRQ, CRSNG, de juste cliquer sur qu'est-ce que la mobilisation des connaissances ou la façon que cet organisme l'appelle, transfert des connaissances, dissémination, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire avec ça pour aligner votre discours et votre présentation de votre projet de mobilisation des connaissances avec leur vocabulaire pour que ça soit reconnu par les évaluateurs, évaluatrices de l'organisme comme étant pertinent pour le concours. Merci. Donc, pourquoi on fait la mobilisation des connaissances? Je vous donne la définition du réseau Impact Recherche Canada. Je le plug là parce que c'est aussi, premièrement, l'UDM fait partie de ce réseau. Donc, on a accès à des formations, par exemple. On a accès à des outils. Donc, je vous invite vraiment de consulter ce site web-là pour connaître davantage un peu qu'est-ce qui se fait au Canada au niveau de la mobilisation et tout le vocabulaire qui vient avec. C'est beaucoup en anglais. Par contre, on travaille vraiment fortement sur le volet francophone de ce réseau en ce moment. Maintenant, la définition, et vous la trouvez en français sur le site web. Donc, c'est pour vous assurer que vos retombées de recherche entraînent des bénéfices dans la communauté. Donc, pour transmettre la bonne information pour votre recherche aux bonnes personnes, donc les milieux, pour répondre aux besoins de la société dans le bon format, parce que pas chaque format, pas tout le monde veut écouter des balados qui sont très à la mode dans les projets de mobilisation des connaissances, mais les balados peuvent peut-être pas rejoindre certaines communautés, par exemple. Donc, dans le bon format, pour que ça soit compris aussi, il faut penser beaucoup plus loin. Je vais parler tantôt, peut-être brièvement aussi dans l'intérêt de penser à l'utilisation de la langue, donc un langage clair, etc. Donc, il faut tout penser ça à cette étape-là du bon format au bon moment. Donc, ça, c'est tout à considérer dans la planification ou dans vos projets et du début. Donc, ça, je souligne encore, quand vous proposez un projet de recherche, pensez quand même la mobilisation. Et là, j'ai contredit ton beau diapo du tout début, qui m'ont démontré la mobilisation comme tout dernier. Je m'obstine. Il faut vraiment y penser tout de suite aussi parce que il faut l'insérer, tout ce qui est mobilisation des connaissances, dans votre budget. Parce que des fois, quand on la pense en dernier, donc après l'ouverture du projet dans nos systèmes, on a le concours mobilisation de connaissances à l'interne qui peut vous aider si jamais c'est arrivé, mais ça n'arrive plus. Donc, voilà. On va passer au prochain diapo. Donc, justement, le take-home message, c'est vraiment, on veut répondre à un besoin et après avoir fait notre projet de mobilisation, puis comme j'ai dit, je vous invite à suivre ma formation là-dessus. Il faut évaluer, il faut voir, est-ce que j'ai vraiment répondu aux besoins de la bonne façon, comme je viens de dire, ça puisse avoir un impact dans la société. Les principaux concours externes, donc au niveau fédéral, donc CRSH et CRSNG. Là, on a déjà parlé des connexions tantôt, donc je m'occupe ou j'appuie ma collègue Caroline pour ces concours, donc 4 fois par année. Ce qui est important avec Connexion, et je pense qu'on connaît tous et toutes Connexion, vous avez déjà appliqué, il y a plusieurs qui ont soulevé qu'ils veulent et elles veulent appliquer pour déposer une demande Connexion dans les prochains concours. Donc, je veux juste vous rappeler que on peut faire plein de choses avec Connexion, pas seulement l'organisation des événements comme des colloques.
Donc, on peut, notamment, on a un très beau projet qui a été financé à l'ESPUM, qui était pour établir une communauté de pratique bilingue, par exemple. Donc, ça, on peut pousser connexion à ce point-là. Vous connaissez les deux volets, etc. On peut se reparler de ça. Si vous avez des idées un peu plus créatives à présenter à connexion, c'est possible. Et il y a aussi une présentation que vous pouvez consulter, je pense, sur notre site web, qui vous donne des idées qui vont au-delà des colloques pour financer dans le cadre des connexions. Sinon, il y a, comme on a aussi avec le FRQ, je parlerai tantôt de ça, aide aux revues savantes. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes éditeur, éditrice, directeur, directrice, le privé. J'ai sauté parce que j'ai fait le lien avec Connexion, tout le monde s'intéresse pour ça. Pour ceux et celles qui ont une revue, c'est en fait aux 3 ans, on parle de 30 à 35 000 par année, OK? Ils l'ont repoussé plusieurs fois, le concours depuis la pandémie. Ça a vraiment, les deux, en fait, CRSH et FRQ, ça a un peu arrêté pour ceux et celles qui ont une revue ou qui sont attachés à une revue d'une façon ou d'une autre. Ils et elles le savent. Le prochain concours est repoussé donc en été 2025. Donc, CRSH, cette année encore, not gonna happen. Ils l'ont repoussé en décembre pour nous ont informé que ça va être donc finalement en 2025, on verra l'année prochaine, si ça va être ça ou à la fin d'année. Après ça, il y a aussi le concours, ça peut être aussi très intéressant pour votre secteur, synthèse de connaissances. Ça, c'est par contre un appel thématique 2 fois par année. Donc, c'est vraiment en réaction comme Caroline a nommé plusieurs concours aussi, logement ou autres. On a eu dernièrement violence, je pense, par exemple, suite à la pandémie. Donc ça, c'est pas pour la recherche, c'est un financement vraiment pour faire une synthèse de qu'est-ce qui existe. C'est un concours qui est aussi très encadré par le CRSH. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est on a vraiment comme une espèce de parcours qu'il faut parcourir lors de l'octroi. C'est pour une année. On parle de 30 000 et après 6 mois, en fait, il y a plusieurs événements qui sont organisés, qu'il faut participer, présenter. Après 6 mois, je pense que c'est une présentation lors d'un colloque, d'une rencontre virtuelle avec le CRSH et les autres octrois. Et après ça, il y a aussi une synthèse par écrit, donc qui doit être publiée. Très intéressant et surtout très intéressant à l'étape, nous on a eu beaucoup de dépôts au niveau des premières 5 ans de carrière. Oui. Et juste une question, oui, ça peut être thématique, ça veut dire qu'il y a des thèmes qui sont identifiés. Yeah. Donc, il faut vraiment être dedans. Yeah, il faut être dedans. Cette année, c'était en fait en décembre pour le concours de mars. Là. En fait, c'est ça, c'était des narrations cette fois-ci, c'est ça. Donc, il faut vraiment s'insérer là-dedans, mais c'était assez large, puis en collaboration, c'était un concours un peu plus complexe avec 2 volets cette fois-ci, avec en collaboration, si je ne me trompe pas, avec l'Angleterre. Mais ça peut être d'autres organismes, ça peut être toutes sortes de thématiques. Surveiller le bulletin du CRSH Dialogue, justement, normalement, il annonce là-dedans. En premier, on n'est même pas informé. Donc, moi aussi, je squatte le bulletin pour savoir les prochains lancements, pour connaître les prochaines thématiques. Donc, au niveau de CRSNG, puis là, j'ai compris, il y a des personnes qui travaillent dans le secteur de génie aussi. Ici, donc, le concours Promosciences qui est vraiment extrêmement intéressant. Donc là, on parle vraiment de la promotion des sciences naturelles et de génie auprès des groupes sous-représentés dans ces domaines. Donc, on parle encore des femmes dans ce cas-là, filles. On parle des minorités visibles, on parle de nos communautés autochtones. Donc ça, c'est vraiment initier l'intérêt de ces communautés, de ces groupes sociétals de s'intéresser à poursuivre une carrière en nature et technologie génie. C'est un concours qui, d'ailleurs, aussi, jamais lancé officiellement. Il a été lancé officiellement, je ne sais pas quand, avant ma carrière au BRDV, mais qui a toujours lieu en septembre. Donc, c'est toujours la date limite, le 15 septembre, et un dépôt institutionnel à 20 heures.
Il s'agit, oui, c'est vraiment, au niveau de financement, c'est vraiment des échelles, donc je rentre pas trop là-dedans parce que... C'est des thématiques qui sont en rapport avec les femmes. Non, pas nécessairement. C'est vraiment amener un sujet de votre domaine en nature, technologie, génie à un public cible qui est vraiment sous-représenté dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'on avait, par exemple? On a eu un dépôt l'année passée à la faculté de sciences d'éducation, par exemple, pour encourager les jeunes autochtones dans le coin de Nunavik de rester à l'école en encourageant justement, en leur donnant un soutien en mathématiques et sciences. C'est un genre de projet qui... Mais ça peut être, en architecture, ça peut être toutes sortes, mais c'est vraiment pour tout ce qui est école secondaire jusqu'à la première année du cégep, pour notre public cible. On a aussi eu un très beau à la FMB pour encourager les jeunes dans la région de Saint-Hyacinthe ou dans les régions agricoles du Québec pour travailler avec les animaux comme vétérinaire. Pour les intéresser de continuer sur ce poste. Pour les concours du FRQ, on a le concours dialogue. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec ce concours-là. C'est un concours vraiment qui se tourne vers le grand public. Donc, le FRQ nous encourage. D'ailleurs, il y a un volet chercheur-chercheuse et un volet étudiant-étudiante, cela dit. Dans le volet de chercheurs-chercheuses, il y a aussi un montant prévu pour des bourses étudiantes qu'il faut absolument mettre sur les étudiantes pour encourager la relève dans la mobilisation des connaissances et la vulgarisation scientifique vers le grand public. Donc là, on parle vraiment d'une initiative, 18 mois, 40 000, pour vulgariser un contenu au grand public ou dans un groupe ciblé dans le grand public. Ce qui est important avec ce concours, il a une prédémande, donc elle est sélective. Ça veut dire c'est extrêmement, en fait, moi, c'est mon expérience, la prédémande est extrêmement importante. Déjà, sur le passeport, on peut pas déposer, mais c'est elle qui est le plus dur, en fait, à franchir. Et c'est à peu près quand, cette prédémande? C'est début septembre, toujours, au début de septembre, cette année, je pense que c'est début de septembre. Après ça, on a les résultats vers la fin octobre. Après ça, il reste comme à peu près 4 à 6 semaines pour vraiment pour préparer la demande. Ce qui est important pour la demande, puis là, il faut vraiment aussi prévoir, donc pas les dernières 2 semaines, pas les dernières 48 heures, parce que la demande complète, elle exige une lettre de notre bureau de com qui doit être vraiment spécifique au projet. Donc, ça peut pas être une lettre, on va appuyer avec les médias sociaux, ça va bien aller. Mais il faut vraiment que le BCRP rentre en contact avec vous, regarde un peu c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous avez au sein de votre faculté ou avec les partenaires peut-être aussi. On peut aussi engager un partenaire, on a place pour une lettre d'un partenaire là-bas. Donc, ça pour Dialogue, je vous encourage vraiment, c'est un très beau concours. Il est compétitif, mais de l'autre côté, il nous donne beaucoup de rayonnement dans les médias. Engagement, ça c'est le fameux programme citoyen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Est-ce que oui? Parce que là, je fais mon propre sondage. Je fais une enquête de ma part cette fois-ci. Donc, engagement, non? FRQ engagement, ça vous dit rien? Oh non, OK. Non, mais c'est parce que le FRQ nous a garanti que tout le monde en... C'est des enjeux internes, mais c'est en fait le concours engagement, le FRQ, le fait qu'on est à travers les médias pour motiver les citoyens et citoyennes à s'investir, à travailler en collaboration avec un chercheur ou une chercheuse universitaire pour résoudre un problème ou pour répondre à une question
Donc, tout d'abord, la pré-demande, c'est pas vraiment une pré-demande pour engagement, c'est le FRQ récolte les questions de nos citoyens et citoyennes au Québec. OK? Ça peut être, comment ça, la qualité d'air à Montréal, dans le quartier de Villeray, a chuté, comment est-ce que je peux, pourquoi je suis au balcon chaque jour, pourquoi c'est brun? Je parle de mes expériences. Mais c'est ça. Donc, non, en effet, on avait un très beau projet pour la qualité d'air à Québec, en fait, de Québec. Donc, c'est ce genre ça peut être d'autres questions qui sont posées sur la santé mentale. Et si vous vous intéressez particulièrement pour ce concours, puis je vous encourage vraiment parce que c'est un beau concours de sciences ouvertes qui engage les citoyens et citoyennes. Je donne un atelier, ça tombe bien, demain midi, où on a aussi invité une prof qui a eu notre rôle l'année passée lors de ce concours, qui est en fait en 3 étapes. On a une phase où donc les citoyens et citoyennes se mettent en duo avec les chercheurs-chercheuses. On travaille sur la question, on regarde les méthodologies. Après ça, on a une phase, donc la phase démarrage. Après ça, on a une phase d'action où on va vraiment répondre avec la recherche à la question. Puis ils ont ajouté cette année une phase justement de mobilisation ou de vulgarisation de ces recherches-là, ou aussi pour créer un impact dans les milieux où se trouve peut-être le citoyen. Justement, la prof que j'ai invitée pour demain, elle fait un projet sur l'appui aux enfants autistes dans les écoles. Donc, c'était la question d'une citoyenne qui a 2 enfants autistes, qui s'est mis ensemble avec notre chercheuse à la FSI, qui sont en train de élaborer ce projet, puis elle va partager ses expériences. Donc, travailler en duo avec un citoyen, on n'est peut-être pas habitué. Elle va nous partager, on va parler un peu des meilleures pratiques aussi, comment ce programme est très intéressant. Le FRQ, d'ailleurs, l'ajuste, justement, selon les expériences et les évaluations du programme. Une question qu'on prédétermine au moment de faire la demande, ou c'est la responsabilité du chercheur de faire ce maillage avec les citoyens? Non, c'est vraiment le citoyen qui envoie une question au FRQ. Après ça, eux, ils font la curation de ces questions. Donc, c'est vraiment une question qui peut être exploitée en recherche. Il y a d'autres questions. L'année passée, notamment, il y a la question qu'est-ce que je fais avec le haut, je m'explique bien mal, avec la rhubarbe et la une partie qu'on peut manger, puis l'autre partie, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, ça, c'est plutôt des questions qu'on met dans Google qui vont peut-être pas nécessairement donner lieu à un projet de recherche. Donc, ils font la curation de ça avant que ça soit à partir de la mi-décembre, en fait. J'ai lancé l'appel, puis les questions sont en fait publiées sur le site. Donc, les chercheurs, je vous invite de consulter cette page. Puis, encore une fois, demain à midi, on va en jaser un peu des défis pour ce programme aussi des avantages. Donc, ouais. Bon, ben, j'ai allé trop vite. Donc, la pré-demande, entre guillemets, c'est les citoyens et citoyennes qui le font en posant la question. Après ça, la demande est créée en duo, en fait, avec le citoyen, entre le duo de chercheurs et citoyens et citoyennes. Okay? Donc, les deux se mettent ensemble, ils trouvent une façon de faire et proposent ensuite la demande. Et la date limite s'en vient, je ne l'ai pas noté ici, donc je vais retourner pour vous répondre à cette question. Après ça, les autres concours, là, on parle plus de diffusion. D'ailleurs, prix publication en français, c'est des petits montants 2000. La date limite est toujours en septembre. Il y a 3 volets, donc FRQT, FRQC, puis FRQS. Ça, c'est pas des dépôts avec approbation de l'institution. C'est vous qui envoyez direct. Il y a les 2 soutiens à l'organisation des congrès internationaux du Palais des congrès de Montréal et des fonds de recherche du Québec et le soutien à l'organisation des congrès internationaux du Cercle des ambassadeurs de Québec. Ça, c'est vraiment pour organiser des colloques qui, dans les 2 cas, donc, vont avoir lieu ou bien au Palais
ou bien dans le cadre du Cercle des ambassadeurs de Québec. Date limite aussi en automne. Et là, je reviens au soutien aux revues scientifiques. C'est un concours qui complète les possibilités de financement au niveau de publication de revues. On parle de 20 000 pour une durée de 4 ans, excusez-moi, donc 4 fois 20 000. Ça aussi, c'est un concours qui a été repoussé plusieurs fois. Notamment, il est à l'horizon, comme il est écrit sur le site web des FRQ, pour cet automne. Mais l'année passée, ils ont dit la même chose, puis ils l'ont remis. Cette année, on devrait en fait l'avoir parce que ça fait 2 ou 3 fois déjà qu'ils vont repousser. Et il sera à un moment donné aussi nécessaire pour nourrir le nouveau concours que j'ai lancé dernièrement ou que j'ai envoyé l'appel dernièrement, qui s'appelle Réseau québécois de recherche et de mutualisation pour les revues scientifiques. Ça, c'est un nouveau concours qui a été présenté par les FRQ cette année, un très grand concours. On parle de 2 millions sur 5 ans. La prédemande est due pour le 15 février et la demande pour le 15 avril. Là, c'est vraiment des revues qui ont déjà le soutien aux revues scientifiques, mais qui se mettent ensemble en réseau pour répondre à des questions de libre accès et d'autres volets. Ça, vraiment, c'est un programme complexe. Je vous invite de regarder l'appel que j'ai envoyé et qui se trouve aussi sur le groupe Teams. Je m'excuse, la mobilisation des connaissances. Les concours internes, maintenant, pour les concours externes, je vous invite à me contacter. Sur le coup, pas d'autres questions? Juste le prix de publication en français. Que tu pourrais donner développer un petit peu? Ça, c'est 2000. La date limite, c'est en septembre. Puis c'est vraiment, en fait, c'est octroyé genre par chaque mois. Ça va être publié sur le site web du FRQ. Les personnes qui reçoivent. Et comme j'ai dit, c'est dans les 3 secteurs. Donc, il y a en fait 3 concours parallèles à chaque fois pour nature et technologie, santé et sciences humaines sociales. Est-ce que ça répond? C'est un petit concours, mais qui est intéressant pour le rayonnement. Parce que, voilà, on va apparaître donc sur le site web. Et c'est aussi nous qui vont ensuite faire le suivi avec le directeur et Pascal Belin. Maintenant, les concours internes, je vais en présenter les 3 que j'administre. Premièrement, mobilisation des connaissances. Alors, donc, c'est donc un concours interne qui vous donne 15 000 $ sur une année pour faire la mobilisation de connaissances d'un projet de recherche que vous venez de faire, ou bien il est déjà terminé, ou bien vous êtes en train de terminer. Il devrait répondre à vos propositions, donc des projets devraient répondre à un besoin du milieu communautaire ou sociétal clairement identifié. Donc, j'en ai parlé tantôt du sens, de l'objectif de la mobilisation de connaissances. Donc, ça, c'est vraiment, ça se répète ici. Je résume très brièvement. On ne finance pas des activités de fonctionnement, justement, les revues, infrastructures, les colloques. Des événements, publications destinés principalement à des pairs, mais aussi la production des outils pour l'enseignement direct à l'université ou l'évaluation des programmes. Tout ça, c'est pas financé, ça rentre pas dans mon mobilisation de connaissances. Pour en savoir plus, là, j'ai donné un très bel exemple d'une bande dessinée qui a été produite par la FSI des dernières années par Mme Marilyn Naïta. Ça, c'est un bel exemple. Sinon, c'est des balados, etc. Si vous voulez en savoir davantage, encore une fois, le 2 février, donc le vendredi dans 2 semaines, à midi, je vais donner un atelier virtuel, justement, qui parle de la planification de la mobilisation des connaissances, mais qui va aussi s'attarder sur le concours interne. Pourquoi? Parce que il est en cours en ce moment. Donc, on a l'appel pour l'avis d'intérêt
la date limite, ça va être le 26, si je ne me trompe pas, janvier, pour une date de dépôt à la fin février. Donc, c'est pour ça que j'ai placé Madame Tessier est complètement à jour avec toutes ces dates-là. Donc, on a reçu plusieurs avis à date. Est-ce qu'il y a une limite de fois pour participer? Non, il n'y a pas de limite de fois pour participer. Par contre, on ne peut pas participer avec le même projet de recherche à chaque année. Donc, ça, c'est pas possible, mais différents volets ou s'adresser à différents publics cibles, il y a une certaine flexibilité, mais pas nécessairement pour le même projet de recherche. Il y avait d'autres questions? Oui. C'est une fois par année, exact. Une fois par année. C'est une fois par année et les projets sont ouverts dans nos systèmes pour une année avec la possibilité, si jamais il y a des délais, avec la pandémie, il y avait beaucoup de délais, surtout par rapport aux projets en présentiel, à une deuxième année. Ce qui est peut-être important aussi, là, on fait un suivi. Vu que c'est un concours interne, on souhaite un dépôt légal de l'objet, du produit pour pouvoir aussi faire rayonner ces projets sur notre site web et inspirer les intéressés au prochain concours. D'ailleurs, j'ai quelques octrois d'ailleurs cette année, en fait l'année passée, 2023-2024, on avait un octroi pour une de vos collègues, Madame Chapman Rabat, sur l'écoquartier Louvain-Est. On avait aussi dans le passé, 2022-2023, Anne Corigné, qui parlait d'une architecture au centre-ville, une architecture scolaire à hauteur d'enfants. On avait aussi un octroi pour Mitra Saedi, une collègue de vous, qui a créé une plateforme collaboration lab en design là, qui s'appelle La recherche qui mène à l'action, qui est vraiment comme l'idée de mobilisation de connaissances. Les autres concours, c'est un petit concours, échange de connaissances, il a lieu 2 fois. C'est le concours de voyage. Vos techniciennes ou adjointes souvent vont faire référence à ces concours comme le concours de voyage. Échange de connaissances, c'est pour les projets relevant du mandat du CRSH. Les 2 concours par année, on peut participer, en fait, on peut avoir un octroi par année. Si on reçoit l'octroi au printemps, on ne peut plus participer en automne. Si on reçoit l'octroi en automne, la nouvelle année commence, on peut avoir un autre au printemps. Okay? Ça fonctionne comme ça. C'est un maximum de 3 000, donc on parle de remboursement des frais d'inscription au colloque. Donc, c'est pour la participation au colloque à l'international, donc pour encourager, juste une minute, le rayonnement de nos chercheurs et chercheuses à l'international et aussi pour encourager le réseautage. La dernière fois, est nécessaire d'être premier en retard. Est-ce que ça marche aussi? Est-ce que ça peut être avec une deuxième? Ça peut être avec une deuxième, mais vous devez être le premier auteur. Donc, vous ne pouvez pas avoir un octroi si vous êtes le troisième auteur de la présentation ou le deuxième. Il faut être le premier ou la première. C'est ça, la personne qui présente. Exact. Ce qui est le plus important de tous mes messages aujourd'hui, à peu près, c'est le dépôt de la demande qui se passe à la faculté. La faculté ensuite prépare le dossier avec la signature de votre historien de la recherche et en une semaine pour vérifier des questions par rapport à votre dossier. Et ensuite, elle fait parvenir les dossiers, l'ensemble des dossiers déposés au BRDV. Oui. Donc là, ça concerne par exemple quand quelqu'un, un professeur qui va participer à une conférence ou à un congrès, ça peut l'aider pour aller présenter la conférence et l'aider. Exact. Si il n'y en a pas d'autres fonds qui pourraient être utilisés pour la participation. Donc, ce concours, et ça, je ne l'ai pas mis sur le slide, mais si, je l'ai mis, c'est surtout pour les professeurs et professeurs en début de carrière, justement, qui n'ont peut-être pas de fonds, aussi des professeurs qui reviennent peut-être d'une absence, qui n'ont pas de fonds pour... il faut bien démontrer le besoin de ce financement pour le déplacement.
dans le fonds. Oui, mais justement, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, il faut prouver qu'on a un vrai besoin. Exact, exact. Qu'est-ce que tu veux dire par revenu du mandat du CRSH? Est-ce qu'il faut avoir un CRSH? Non, non, c'est c'est juste juste le le mandat mandat parce que c'est une subvention institutionnelle. Donc, la source de cette subvention vient du CRSH. Donc, mettons, si on est dans le secteur de santé, on peut demander, mais seulement si on relève au niveau de la recherche du mandat du CRSH. On ne pourrait pas y aller pour parler C'est la même chose sur l'extérieur. ça vient de la même source. C'est ça. Ça annonce pour le printemps avec une date limite en mars-avril. Ça s'en vient. Qui couvre donc les événements qui ont lieu entre avril et novembre. Il va vraiment prendre le plus de temps. Donc ça, Donald a déjà fait une allusion à ce concours interne en parlant du FNFA, justement. Ça, c'est un concours appui aux initiatives intersectorielles, donc qui encourage les collaborations entre les différents secteurs, santé, nature et technologie, sciences humaines et sociales au sein de l'Université de Montréal. Donc, le financement de 20 000 pour une année est là pour soutenir l'élaboration et la structuration de nouvelles initiatives intersectorielles à fort potentiel d'innovation, à faire financer, c'est pas pour rien que c'est en gras, à faire financer par un programme ou un organisme externe. Donc, c'est en préparation. Donc, je vais déposer un FNFR, un grand Audace ou autre. Je peux chercher ces fonds à l'interne et on a une personne qui a eu un octroi dernièrement, Madame Thomas, qui connaît très bien ce concours, qui en profite en ce moment, en 2022. On a fait le besoin de Voilà. On attend. Donc, si je comprends bien, ce concours, c'est de chercher des fonds pour pouvoir préparer la participation à une autre subvention. À une autre subvention qui correspond à ce que Donald a dit tantôt, qui rentre dans l'idée intersectorielle, donc qui ne pourrait pas être déposé avec un concours sectoriel. C'est pour mettre en place, soit des rencontres avec des équipes pour que les discussions aient lieu pour avoir un langage commun pour présenter la demande, avoir des données préliminaires dans le but de présenter que ce qu'on veut faire, autant transformateur que ça se veut, là, parce que c'est intersectoriel un peu tout, on a des pistes qui montrent que c'est faisable. Tu sais, il y a plusieurs éléments qui peuvent être utilisés, là, mais c'est dans le but d'avoir le plus de résultats possible pour présenter une demande, soit au FNFR, soit au FRQ Audace. Ce concours, il est connecté ou interconnecté avec justement le laboratoire d'innovation qui peut appuyer aux besoins, qui peut donner un appui complémentaire avec si jamais votre sujet d'intérêt tombe dans les sujets des labos sur le CLAD. Donc, c'est le développement durable, ou il y a aussi un sur EDI, par exemple. 2 fois par année, lui aussi, je vais le lancer dans pas long. On en a parlé hier, donc ça va être pour une date limite aussi. Là, on a un avis d'intention à déposer en mars, puis la demande en avril. Là, je répète un peu, j'étais sneaky, j'ai pris ton temps, j'ai juste changé les couleurs, un peu de contenu. Donc, au niveau de mon appui, contactez-moi pour, voilà, selon votre projet, les besoins du milieu et votre profil en vulgarisation scientifique pour vous aider de trouver des financements qui pourraient être intéressants. Les relectures, encore une fois, mes relectures vont être le meilleur le plus tôt qu'ils vont arriver. Dans le sens que les dernières 48 heures, c'est très difficile. C'est vraiment pour au niveau administratif, des vérifications budgétaires, etc. C'est ça parle des 48 heures.
Puis annoncer les résultats, c'est oui et non. Il y en a qui sont annoncés par des personnes qui travaillent, par mes collègues qui travaillent dans le secteur. Il y en a d'autres que vous recevez vous-même par le FRQ, etc. Mais j'ai déjà parlé beaucoup de mes formations, donc je ne vais pas trop me répéter. Je vais donner justement la formation sur la mobilisation des connaissances le 2 février. Là, je vais surtout travailler, présenter le modèle de planification qui est présenté ici. Il y a aussi des formations avec l'équipe Renard au sein de l'Université de Montréal. Renard qui a des arts et des sciences en psychologie. Ils donnent des formations. Vous pouvez aussi trouver des outils sur leur site web, très intéressant. Vanessa s'y connaît, donc je vois. Il y a aussi la formation Mobilize You du RIC que j'ai mentionné tantôt. Donc, on fait partie de ce réseau Impact Recherche Canada qui donne une formation gratuite aux membres, aux universités membres. On a à peu près 10 à 20 places à chaque année qu'on peut prendre pour cette formation en ligne qui est gratuite pour nous, qui est vraiment une espèce de 101 de mobilisation des connaissances, mais qui s'attarde sur des sujets intéressants de la mobilisation des connaissances et EBI, par exemple. C'est des sujets qui creusent ponctuellement. Là, je vais les partager avec vous le moment qui s'est lancé. Normalement, c'est en juillet que la formation en ligne a lieu. Je vais vous contacter, vous allez voir ça sur Teams, etc. Je vais vous contacter avec le moment qui s'est lancé. Juste l'inscription, ça passe par moi. Sinon, au niveau d'outils, je pense que Donald, tu vas parler du site web tantôt. Donc, il y a plein d'outils pour la mobilisation des connaissances qui se trouvent donc sur notre site web. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez cité le site avec c'est Renard. J'ai pas mis le logo, mais ça s'appelle Renard, comme un renard. Je voulais vous parler un peu de l'équipe Inventée qui ne fait pas partie de mon équipe de subvention, mais qui travaille sur plusieurs programmes puis qui aide les chercheurs aussi au sein du BRDV. Là, c'est une équipe du BRDV pour tout ce qui est des innovations sociales. Donc, le développement de programmes, le développement de projets en innovation sociale. Eux, ils donnent des informations sur qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale, technosociale, comment ça se mobilise. Ils vont faire des programmes à l'interne, puis ils vont vous appuyer sur certains programmes à l'externe. Donc, des programmes souvent dont Elisabeth participe aussi là, auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation, là, où ils vont faire beaucoup de programmes en technosocial. Ce que si vous avez des questions sur ce côté-là, besoin d'informations, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a 2 conseillères là, dans l'équipe Inventée. C'est Geneviève Letourneau-Guillon et Jonathan Bitbol. On vous appuie aussi, bon, comme je disais là, au début, là, sur l'obstance, une fois que vous avez obtenu vos fonds puis pour faire la gestion. Quand vous avez des ententes de financement, c'est nous qui les révise au nom de l'université. Si vous avez des signatures institutionnelles à aller chercher, on s'en occupe. Il y a un protocole, il y a une politique de l'Université de Montréal sur les signatures. Donc, c'est en fonction souvent du montant qui est obtenu, il y a des signataires. Pour certains organismes, vous n'avez rien à faire, tout va se faire tout seul parce que c'est bien connu. Puis, principalement les 6 grands, là, les 3 FRQ, CRSH, IRSC, CRSNG, on s'en occupe. Ouverture, suivi. Les ententes sont standards, sont faites derrière par une signature par l'Université de Montréal, fait qu'on n'a rien à faire. Si vous avez fait affaire à certains programmes où il y a des ententes particulières là, à mettre en place, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est un soutien de 2e ligne pour tout ce qui est la gestion finalement de vos projets. Donc, oui, on s'investit pas dans les projets, là, on n'est pas dans les laboratoires avec vous, avec vos étudiants, puis à voir comment vous distribuez les fonds et faites vos achats, mais on peut faire du suivi pour certaines questions en rapport avec les finances. Puis on peut voir avec les départements pour faire certains appuis, principalement pour les demandes d'infrastructures. S'il vous plaît, dans le suivi, il faut que ce soit à la lettre. Ouais. On va communiquer avec les organismes de financement. OK? On connaît les organismes, on est connu d'eux, on connaît les voies de contact pour les rejoindre. Donc, tout ce qui est demande de prolongation, si vous prenez des congés,
Vous arrivez en poste, vous partez pour un certain temps ou vous partez définitivement de l'université, il faut nous rejoindre. C'est nous qui prenons en charge là, un peu tous les suivis qui doivent être faits. C'est notre équipe aussi, plus administrative, qui va s'occuper des transferts institutionnels de subventions, si vous avez des transferts à faire à vos partenaires. On vérifie l'admissibilité de façon continue avec les organismes. Fait qu'on vous contacte quelques fois par année, plus les équipes du vice-décanat pour faire du suivi de votre admissibilité aux différents programmes. On a une obligation auprès de la plupart des subventionnaires de s'assurer que vous êtes toujours admissible tout au long de l'obtention de vos subventions. Et on va faire les vérifications, puis on va vous conseiller aussi sur les politiques des organismes subventionnaires. On a mis en place, ça a été lancé il y a quelques semaines, un nouveau site web pour la partie subvention. L'année dernière, on avait renouvelé un peu le look du site de la recherche globale. Là, on est rentré dans les contenus un peu plus spécifiques là, par section pour le bureau de la recherche. On est la première équipe à avoir renippé un peu le look du site web. On a divisé un peu comme de la même façon que les sections d'une subvention. À travers ça, vous allez avoir des outils pour trouver du financement, faire de la recherche, vous renseigner sur la plupart des conseils là, puis des programmes qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous avez des conseils, des webinaires en ligne, des fichiers Excel qui vous permettent de travailler sur des budgets, des outils là, qui vont vous aider à préparer des demandes de subvention dans la section « Préparer une demande ». Tous les formulaires de gestion de fonds, les demandes d'ouverture, les demandes de transfert, un peu tout sont dans la section de la gestion. Puis on a une section là, qui est encore qui se développe, là, qui a déjà quand même pas mal de contenu, puis qui se développe en mobilisation des connaissances. N'hésitez pas à aller voir. Là. Si vous avez des commentaires sur le site, il est nouveau, on travaille encore dessus. C'est très large, il y a vraiment beaucoup d'informations, puis on en rajoute sans arrêt. On a des équipes Teams qu'on a mis en place qui sont séparées par secteur, sciences sociales et humaines, CRSNG, santé, où là, on diffuse toutes les informations qu'on a à passer. N'hésitez pas à aller vous connecter, là, les liens pour s'abonner un peu à nos canaux Teams sont là. On va peut-être en créer un pour l'international, étant donné que les opportunités qui se présentent sont tellement larges qu'avant, on diffusait à travers les autres canaux, mais là, je pense qu'on va peut-être mettre quelque chose de plus spécifique dans un proche futur. Bon, groupe Teams. Dans la recherche, tu veux la faire? Ouais. Dans la recherche de subventions, un peu comme Julia a fait quand elle présentait les organismes américains qu'elle avait trouvés, on a un outil de recherche de financement qui s'appelle Pivot. Ça coûte environ 10 000 à l'université à chaque année pour être abonné à Pivot. On a une structure institutionnelle, donc avec votre adresse de courriel U-Montréal, vous avez accès à Pivot. Vous faites des recherches, puis si vous avez besoin d'informations un peu sur comment l'utiliser, bien, Elisabeth fait des formations régulièrement là, sur comment utiliser l'outil et à comment le mettre en place pour que vous ayez le moins de travail à faire. Une fois que vous l'avez fait une première fois, vous devriez avoir des avis automatiques qui vous sont envoyés si ça touche vos dynamiques de recherche. Il faut savoir un peu comment l'utiliser. Si vous faites une première recherche très, très vaste avec un mot-clé plus ou moins spécifique, ça va vous donner au-dessus de 1000 résultats. C'est très, très vaste. Ça finance les subventions de recherche, les bourses étudiantes, puis plusieurs aspects de type de financement là, au national et à l'international sur ce site. On est toute l'équipe. Il y en a une partie ici. On a 2 conseillères qui sont pour la santé. On a une équipe complète FCI. Eliane qui est pas présente aujourd'hui, mais qui fait partie de l'équipe pour sciences naturelles et génie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.